Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 14 octobre 2025 et notre cher ami, le colonel Larry Wilkerson, est de retour parmi nous. Bon retour, colonel. Ravi d'être avec toi, Nima. Est-ce que tu voles, cher ami, au juge? Je lui ai dit une fois, as-tu des amis qui ne te sont pas chers? Je ne savais pas qui disait ça. Mon cher ami, mon cher, très cher ami, je dois le changer. Je n'essaie pas de mettre en cause le juge. C'est un type sympa, mais il doit dire ça à tout le monde. Oui. Larry, je veux commencer par la situation au Moyen-Orient, ce qui s'est passé avec l'initiative de Donald Trump pour trouver une sorte de solution à ce qui s'y déroule. Il a envoyé 2 personnes importantes, selon lui, et l'une d'elles était son gendre, Jared Kushner, et l'autre, Steve Witkoff. Il les a envoyés en Israël, où il parlait à la foule, se préparant à obtenir la libération des prisonniers. Et Jared Kushner est sorti avec quelque chose qui, pour moi, a été vraiment décevant, ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit aux Israéliens. Je pense qu'il n'a pas été honnête dans sa démarche, peut-être à cause de son affection pour le peuple d'Israël. Voici ce qu'il a dit. Je serais encore plus fier de voir la manière dont l'État d'Israël et son peuple se sont comportés face à cette expérience traumatisante, impensable et horrible. Au lieu de reproduire la barbarie de l'ennemi, vous avez choisi d'être exceptionnel. Vous avez choisi de défendre les valeurs auxquelles vous croyez. Comment pouvez-vous voir un génocide à Gaza et en tirer une idée aussi déformée, que ces personnes étaient d'une certaine manière raisonnables dans leur attitude envers Gaza? Il n'y a que 2 ou 3 conclusions possibles après avoir vu cela. La première, c'est que Jared Kushner est la personne méprisable que plusieurs m'ont décrite en parlant de son père. Ils utilisent l'expression « tel père, tel fils ». Si vous savez quoi que ce soit sur le père de Jared, c'était un criminel par excellence, à la manière dont on fabrique les criminels en col blanc en Amérique. Et Jared est bien son digne fils, si l'on peut dire. C'est une interprétation. La seconde, c'est qu'il est la personne la plus ignorante, la plus tenue à l'écart de la vérité sur la surface de la Terre. Kept away from the truth person on the face of the earth. I suspect maybe both of those things go together. Je soupçonne que ces 2 choses vont peut-être ensemble. Et puis la troisième, qui complète probablement les 2 autres. La deuxième, je n'ai aucune idée du degré auquel elle agit chez lui. Mais la troisième, c'est qu'il est un fils à papa avide d'argent, tout comme Donald Trump. Ils sont motivés par, ils vivent pour, ils se laissent guider par leur dévotion à l'argent sale. C'est ce qui définit Jared Kushner. C'est ce qui définit Donald Trump. Cela définit les présidences de Donald Trump, au pluriel. L'argent, c'est ce qu'il recherche tout le temps. L'argent, le lucre impur. Les commentaires qu'il a faits étaient tellement contraires à la vérité que je pense que chacune de ses motivations entre probablement en jeu quand cela lui est utile. En d'autres termes, c'est un vaurien. Voici ce que MSNBC a rapporté au sujet de la communauté juive aux États-Unis et de ce qu'elle ressent face à ce qui s'est passé en Israël et à Gaza. Plus de 60% des Américains juifs estiment qu'Israël a commis des crimes de guerre. Près de 40% pensent qu'il a commis un génocide. C'est stupéfiant. Et encore une fois, les implications à long terme. Des personnes tant à gauche qu'à droite sont désormais hostiles au soutien américain. Ce sentiment s'est renforcé. Ce ne sont plus seulement des extrémistes des 2 camps. Cela commence à se déplacer vers le centre. Je veux dire,
Les implications à long terme pour Israël et pour le soutien à Israël aux États-Unis sont considérables. Et l'assassinat de Charlie Kirk l'a confirmé de manière éclatante, un dommage irréparable à la relation. Et à mesure que la vérité se dévoile, dans la mesure du possible, je soupçonne que nous ne saurons jamais rien de concret à ce sujet. Tout comme l'assassinat de JFK reste encore aujourd'hui sujet à controverse quant à son interprétation. Pourtant, l'impact se fait sentir, surtout chez les moins de 40 ans, dans tout le complexe MAGA désormais. Ainsi, Jared Kushner, j'aurais pu mentionner une quatrième qualité, tente de ressusciter une partie de ce soutien qui s'érode rapidement vis-à-vis d'Israël. Larry, quand il s'agit de ce qui se passe dans l'esprit de Donald Trump et au sein de son administration, après tout, s'attaquer à un tel plan pour instaurer la paix, comme il l'a dit, en affirmant qu'il n'y a pas eu de paix au Moyen-Orient depuis 3000 ans, ce qui est bien sûr absurde. Mais il m'a dit quelque chose d'étonnant. Quand on regarde la façon dont il parle du début de tout ce processus, il dit quelque chose à propos de l'Iran, ce qui, à mon avis, est la clé de ce qui va suivre. Et voici ce qu'il a dit. Ensuite, je te donnerai mon point de vue et j'aimerais entendre le tien. Comment tu le comprends? Les négociations, selon nos informations, vous avez personnellement passé des appels pour mener cela à bien. Que s'est-il passé et quand avez-vous su que le Hamas allait libérer les otages? Eh bien, je vais vous dire, je pense que tout a vraiment commencé lorsque nous avons éliminé la capacité nucléaire de l'Iran. Quand on regarde ce qu'ils avaient, on n'aurait pas pu conclure cet accord avec quelqu'un assis là-bas, une arme nucléaire au-dessus de votre tête. Et je pense que lorsque nous avons fait cela, et il y a eu d'autres choses, évidemment très belliqueuses, que nous avons faites au cours de 4 ou 5 ans, vous savez, pour préparer le terrain, Alors, qu'est-ce que c'est? Comment pouvez-vous établir un lien entre ce qui s'est passé entre les États-Unis et l'Iran et ce qui se déroule à Gaza? Je ne vois aucun lien dans ce sens. À moins que vous ne disiez que vous voulez une nouvelle guerre avec l'Iran si quelque chose tourne mal à Gaza. Si Israël attaque de nouveau, et que ce serait d'une certaine manière à cause de l'Iran. Attaquons. Absolument. Voici mon hypothèse à l'heure actuelle. Permettez-moi de commencer en disant que Israël ne respecte pas ce cessez-le-feu. Ne l'a pas respecté depuis le moment où il a commencé et ne le respectera pas pendant toute sa durée, qu'elle soit courte ou longue. Israël a engagé des voyous, un peu de la même manière qu'ils ont engagé, et que les États-Unis ont été complices à hauteur d'au moins 30 millions, le GHF et sa composante de sécurité, dont la mission était NIMA, de tuer 25 ou 30 Palestiniens ou plus sur chacun des 4 sites où ils distribuaient de la nourriture. Et j'utilise le mot « distribuait » avec précaution, car ils ne faisaient pas vraiment beaucoup de distribution. Et de plus, en plus des personnes qu'ils ont tuées, pour les repousser avec leurs tirs, qui dans de nombreux cas étaient bien plus intenses que nécessaire pour contrôler une foule, afin de les renvoyer vers les forces de défense israéliennes pour que celles-ci puissent les abattre. J'estime qu'entre 25 et 150 personnes ont été tuées sur chaque site que le GHF a géré pendant toute la période où il distribuait de la nourriture. Cela se passe en ce moment même. Ce ne sont pas les gens du GHF, bien que certains d'entre eux puissent aussi être impliqués dans cette affaire, dans la composante sécuritaire. Ce sont des voyous de l'État islamique et d'autres du même genre, que les États-Unis et la CIA ont formés
et avec lesquels ils ont travaillé dans des endroits comme la Syrie, qui s'infiltrent maintenant à Gaza et attaquent le Hamas. Et maintenant, il va y avoir des fusillades entre le Hamas et ses groupes. Cela se produit déjà dans certains endroits. Et Bibi ne fait rien d'autre que tuer des Palestiniens. C'est ce qu'il veut faire. Il le fait simplement à feu plus doux. En ce moment même, cela se passe pour agiter la situation autour du cessez-le-feu, ce qui finira par dégénérer afin que le cessez-le-feu puisse être officiellement violé, si l'on peut dire. Mais voici ce que je pense qu'il se passe, Nima. Je pense que Wilkerson est au courant. Je pense que Trump est entièrement au courant. Je sais que la plupart de la coalition qui entoure Bibi Netanyahou est probablement au courant, peut-être même certains éléments de la Knesset. Le plan est le suivant. Bibi fera en sorte que ce cessez-le-feu se détériore de plus en plus et que la faute en soit rejetée sur le Hamas pour justifier cette situation. Mais en même temps, Bibi prévoit, et les États-Unis prévoient avec lui, de faire précisément ce que nous avons fait il y a quelques mois, vous vous en souvenez peut-être, ce qui constituait une violation flagrante des pactes, lois et conventions internationales, peu importe comment on les appelle. Nous avons attiré les Iraniens dans des négociations, puis samedi, je crois, de cette semaine-là, lors de ce qui devait être la réunion finale, où nous allions probablement parvenir à un accord, ou du moins avons laissé les Iraniens le croire, nous avons permis à Israël et aidé Israël à attaquer l'Iran et à tuer des gens, y compris des membres de leur famille. Vous vous souvenez de ces événements. Tout cela était trompeur, machiavélique, et Trump en était parfaitement informé. Avançons jusqu'à l'attaque contre le Qatar. Même chose. Trump savait exactement ce qui allait se passer au Qatar et n'a rien fait pour l'empêcher. C'est pourquoi il essaie maintenant de se justifier. Mais il avait déjà prévu cela, ou ses collaborateurs l'avaient fait, pour apaiser le Qatar. À quoi assistons-nous maintenant? Nous essayons d'endormir les Iraniens en leur faisant croire qu'aucune attaque n'est imminente, que ce cessez-le-feu est un moment extraordinaire à célébrer, que la guerre est terminée, que le Hamas va obtenir une sorte de résultat positif issu de ce cessez-le-feu. Même s'il est très difficile, pour quelqu'un comme vous ou moi qui observons cela depuis si longtemps, d'imaginer que cela se produise. Les États arabes se sont un peu retirés de leur récente reprise de relations avec Téhéran, se demandant à nouveau ce qui pourrait se passer si cet accord de paix devait réellement durer. Tout cela va être interrompu par le fait qu'Israël va attaquer l'Iran de toutes ses forces, surgissant de la nuit pour ainsi dire, avec tout ce qu'il peut lui lancer par le biais de son armée de l'air, qui est à peu près la seule chose qu'il puisse utiliser en ce moment, car les forces de défense israéliennes sont presque à bout, elles sont en mauvais état. Ainsi, Netanyahou avait non seulement Trump sur le dos, mais aussi les dirigeants de l'armée israélienne, et il avait le peuple israélien sur le dos à propos des otages. C'est donc un moment très propice, avantageux, politiquement et autrement, pour lui d'agir ainsi et pour Trump de se joindre à lui. Et je ne crois pas une seule seconde, après toute la perfidie dont Donald Trump a fait preuve, qu'il ne soit pas pleinement conscient de ce que Netanyahou va faire. Il a déjà sa campagne de propagande et de communication prête à être lancée, sortie de la boîte et diffusée sur les ondes, pour prétendre qu'il n'en savait rien lorsque Bibi deviendra existentiellement impliqué avec l'Iran dans cette dernière et fatale attaque que Bibi va orchestrer. Une guerre régionale va nous regarder droit dans les yeux, et Trump lancera cette campagne qui dira simplement, probablement par l'intermédiaire de ce sycophante Hegseth, « Nous devons aller les aider. Ils sont en train d'être détruits. » Vous avez entendu ce que Jared a dit lors de l'ouverture de l'accord de paix, ou plutôt du cessez-le-feu. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Tsahal est aujourd'hui en difficulté.
Nous devons aller à leur secours. Et cette campagne va simplement submerger tout le monde, espère-t-il. Et nous serons en guerre avec l'Iran. Et ensuite, tout s'emballe, car comme je l'ai souvent dit, ils ne vont pas vaincre l'Iran. Ils vont affronter l'Iran, et probablement, de manière très sérieuse, la Russie, et sans doute derrière la Russie, la Chine. Nous sommes donc face à la possibilité d'une montée vers la guerre du siècle. Si l'on regarde en arrière, en 1914, on parle de l'automaticité des plans de mobilisation, pas du début de la guerre, ni des raisons pour lesquelles elle a commencé, ni de la façon dont les gens ont avancé en somnambule vers à ce moment-là la pire guerre de l'histoire humaine. Les tableaux de mobilisation pour la Russie, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne étaient si automatiques que d'un point de vue opérationnel, tactique si l'on veut, ils se sont mis en marche et ont poussé l'élan de la guerre jusqu'au stade qu'elle a atteint. Eh bien, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, mais cette fois c'est orchestré. Ce n'est pas, vous savez, un tableau de mobilisation dont personne ne pensait qu'il provoquerait ce genre de choses aussi rapidement. Ce sont de véritables plans, et le président Trump fait partie de ces plans, tout comme Bibi Netanyahou en est le réalisateur. Et nous allons entrer en guerre avec l'Iran. Larry, comment perçoivent-ils la Russie et la Chine dans l'hypothèse où, non, si les États-Unis décidaient d'une manière ou d'une autre de se coordonner avec ou d'aider Israël à attaquer l'Iran, qu'ont-ils en tête concernant la réaction de la Russie et de la Chine? Nous savons que l'Iran reçoit, du moins selon des sources non officielles mais fiables à mon avis, de nombreux avions de chasse et systèmes de défense aérienne. Ramad Ans de Vraichnois. Iran is heavily preparing for a war. From Petraeus to Kellogg, to probably De Petraeus à Kellogg, probablement à Hegseth et Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, pour qui je n'ai désormais aucun respect. En fait, c'est moins que zéro. De toutes les personnes qui conseillent Trump de la manière dont il les écoute, je ne pense pas que ce soit Gabbard, par exemple, mais de la part des habituels flagorneurs, tout le soutien est là. Et je pense que tu vas voir cela s'épanouir dans cette campagne de propagande dont je parle. Et le message qu'il reçoit encore, Nima, et c'est ta question, c'est que la Russie est un tigre de papier. C'est le message que je crois toujours. De plus, l'obsédé par l'Ukraine. Je cite presque directement un officier militaire. Il parvient à peine à faire des progrès en Ukraine. J'ai eu de véritables disputes avec cette personne. Il a déjà du mal à gérer ce qu'il a en Ukraine. Comment diable va-t-il gérer un autre front en Asie du Sud-Ouest? Et la Chine? La Chine est trop occupée à faire du Sun Tzu. La Chine ne va pas s'engager dans une guerre dont elle sait qu'elle mènerait à une confrontation avec les États-Unis, où que ce soit. C'est ce que Trump et Hegseth entendent de la part de cette brillante bande de sycophantes qu'ils ont réunis pour les conseiller en uniforme ou non au sein de leur gouvernement. Nous avons eu l'ancien chef du Conseil de sécurité iranien. Il a également été ministre de la Défense de l'Iran et chef des négociations. Ils l'ont attaqué et ont détruit sa maison. Mais il a survécu à l'attaque. Il s'appelle Ali Shamkhani. Il a dit quelque chose, Larry, c'est en persan. Malheureusement, je n'ai pas pu le trouver en anglais pour te le faire écouter. Mais il a dit qu'après cette attaque surprise, une fois que l'Iran avait repris le contrôle de tout, une fois que tout était sous contrôle iranien, ils ont décidé de ne pas détruire Israël et de ne pas entrer en guerre totale avec lui. Parce que l'idée était de punir Israël, pas plus que cela. Pourquoi donc? Parce que si j'étais en Iran, je me demanderais, quel en est l'intérêt? Quel est le but, selon eux, à ton avis? Pourquoi ont-ils décidé de punir Israël, au lieu de répondre de la même manière qu'Israël?
punish Israel instead of going the way Israel did it. Now, was he referring to the 12-day? Alors, parlait-il du repos de 12 jours? D'accord. Oui. Je ne peux que supposer, et j'ai parfois du mal à me mettre dans l'esprit perse, mais je ne peux que supposer qu'ils avaient peur à ce moment-là. Certains de ces accords n'étaient pas vraiment solides à l'époque, comme celui avec la Russie. Ils craignaient de provoquer les États-Unis à aller au-delà des B2, de Fordo, d'Ispahan, et ainsi de suite. C'est tout ce que je peux en déduire. Et cette peur était raisonnable. Je ne pense pas qu'ils veuillent la guerre avec les... Enfin, je pense que ça a toujours été la position perse-iranienne. Ils ne veulent pas la guerre avec les États-Unis, à moins qu'elle ne leur soit imposée. Et ils feront tout ce qu'ils peuvent, diplomatiquement ou autrement, pour essayer d'éviter cela. Et donc, ils ne pouvaient pas aller trop loin avec Israël. De toute évidence, le fait que cela n'ait duré que 12 jours en Israël était le véritable facteur. Et on m'a dit que c'est vrai. Israël était vraiment à l'arrêt. Bibi Netanyahou criait littéralement. C'était un geste intelligent d'un point de vue tactique, car cela n'a pas entraîné les États-Unis, sauf de manière purement formelle. Nous n'avons infligé aucun dommage à l'Iran avec ce bombardement. Trump ment effrontément. Maintenant, je soupçonne de lui attribuer un mensonge, alors qu'en réalité, ses conseillers flagorneurs lui ont dit que nous avions tout détruit, que nous avions fait exploser tout leur matériel nucléaire, que nous les avions retardés de 5 ans, etc., etc. Je sais que la communauté du renseignement ne lui dit pas cela. La communauté du renseignement professionnel lui dit que nous n'avons pas fait grand-chose. Mais il va le présenter politiquement, comme si nous l'avions fait, comme tu l'as montré dans ses déclarations, que nous avons causé des dégâts incroyables. Et c'est ce qui a conduit à la situation actuelle, avec le cessez-le-feu et tout le reste. Tout cela, c'est des balivernes. Ce n'a aucun rapport avec la situation. Pourquoi l'Iran n'a-t-il pas continué? Il ne voulait pas impliquer les États-Unis. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, ils en auront assez. Mais je pense que, tu sais, l'image reste, nous ne voulons pas la guerre avec vous. Ils ont été très fermes là-dessus. Et je pense très sincèrement fermes. Ils ne veulent pas la guerre avec les États-Unis. Il a dit qu'ils savaient tout sur les cibles des missiles. Ils ont tout enregistré. Et dans les dernières phases de la guerre, Israël perdait littéralement tout. C'est pourquoi les États-Unis ont décidé d'intervenir. Je ne doute pas que ce soit vrai. Cela fait écho à ce que j'entends, même de la part d'officiers de Tsahal, ceux qui acceptent de parler. Et d'ailleurs, ce que j'entends d'eux, c'est qu'ils en ont assez. Ils en ont vraiment assez. Si Netanyahou devait utiliser des forces terrestres contre l'Iran, il aurait des taux de désertion hors normes. Ils sont épuisés. Ils en ont assez de toute cette histoire. Et même certains de ceux qui, au départ, étaient intransigeants, ceux que Netanyahou a engagés pour remplacer les commandants de Tsahal qui n'étaient pas aussi déterminés à tout détruire. Même certains d'entre eux commencent à se poser des questions. Et ce n'est pas principalement parce qu'ils en ont assez de tuer des Palestiniens. C'est parce qu'ils en ont assez de voir leurs officiers et soldats de 20, 21 ou 22 ans exploser sous leurs yeux. Voyant leurs camarades anéantis par cette force qu'ils étaient censés avoir vaincue il y a des années et qu'ils n'ont en réalité pas vaincu du tout. De nouvelles recrues arrivent chaque jour et le réseau de tunnels existe encore en grande partie, ce qui pose un autre problème, car Netanyahou va insister pour que les FDI restent à Gaza jusqu'à la destruction complète de ce complexe souterrain. Cela va également compliquer le cessez-le-feu. Mais tout cela, comme je l'ai dit, n'est qu'un subterfuge destiné à masquer le fait que nous allons faire la guerre à l'Iran. J'espère que les Iraniens le savent. J'espère qu'ils le savent.
J'espère qu'il y a au moins un élément de leur direction qui dit au reste de la direction, que ce soit l'armée nationale, les gardiens de la Révolution, le Conseil des gardiens, le Majlis ou qui que ce soit d'autre. J'espère qu'ils disent « méfiez-vous ». Méfiez-vous de ces menteurs, de ces duplicitaires, de ces fils de salauds corrompus. J'espère que quelqu'un dit cela en le murmurant à l'oreille de l'élite iranienne. He was asked by the Iranian, the guy who was interviewed. Reviewer de l'Indien, Darisitz, pourquoi la Hassan Gouvrams en masse tout soutenir? Et il a répondu, et vrai que récit en Stanowar. He said that we didn't ask Russia for anything during the war. I'm He sure they- confirmed what Putin said. Yeah, Il a confirmé ce que Kuhn a dit. Oui, je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait. Ce n'était pas un accord ferme à ce moment-là. Et j'ai entendu dire, bien que je ne sache pas comment le vérifier, que ce sont les Iraniens qui ont empêché que ce soit un accord ferme, pas Moscou. Moscou était tout à fait prête à s'engager dans une alliance assez importante, si l'on peut dire. fairly substantial alliance, if you will. Actually, he En confirmed fait, that. il l'a également confirmé. Et il a dit que la He said politique that avait that changé. policy has changed. Yeah, Has changed. and that's a big move. Et c'est un grand pas pour Téhéran, parce que comme vous le savez bien, vous connaissez l'histoire iranienne, l'histoire perse. La Russie a toujours été un problème, que ce soit sous Staline dans les années plus récentes ou sous des dirigeants antérieurs qui convoitaient des parties, voire la totalité de l'Iran. C'est donc une situation très délicate pour les dirigeants iraniens de se rapprocher de la Russie. Iranian leaders to get close to Russia. But it has happened and Mais cela s'est produit. happening right now. Et cela se produit en ce moment même. Il se rapproche en ce qui concerne ses systèmes de défense, offensifs, défensifs. Vous savez, il se rapproche de plus en plus. You know, so much. The enemy- L'ennemi de mon ennemi est mon ami, du moins de temps en temps. Yeah. Hey, it's happening to Russia as well. What Yeah. has happened Oui, between Russia and cela arrive aussi à la Russie. Ce qui s'est passé entre la Russie et la Chine est la même chose. Vous savez, chaque fois que je parle avec Ray McGovern, il dit que personne n'aurait jamais imaginé que la Russie en serait là avec la Chine aujourd'hui. Personne n'aurait pensé qu'ils auraient un partenariat aussi puissant. never thought that they're gonna have such a powerful partnership as And they look- experience it today. And you look at these pipelines that are Et quand tu regardes ces pipelines qui sont en train d'être construits en ce moment, tu te dis « Waouh, celui-là a une projection sur 35 ans, celui-là sur 10 ans. got a 10-year projection. » Ce n'est pas comme s'ils pensaient qu'ils allaient tomber en ruine de sitôt. Et la plupart de ce produit sera libellé en... Et cela va changer, Nima. Cela va changer les marchés pétroliers. Cela va changer les marchés pétroliers. Même l'Arabie Saoudite va devoir en tenir compte. Il sera commercialisé en yuan, en monnaie. Marketed in yuan, in Chinese currency. What's your take, Larry, on the way that Donald Trump Quel est ton avis, Larry, look at sur la manière dont Donald Trump, in Israel? d'une certaine façon, quand je regarde la façon dont il parlait en Israël, devant la foule, devant la Knesset, devant les membres de la Knesset, c'était incroyable pour moi de voir à quel point il s'humiliait lui-même et humiliait les États-Unis, juste pour, tu sais, aider la position de Netanyahou en Israël. Voici ce qu'il a dit, ce qu'il a demandé lors de cette réunion. For in that meeting. Ces deux hommes sont de braves hommes ici. Et j'ai une idée. Monsieur le Président, pourquoi ne pas lui accorder une grâce? Why don't you give him a pardon? Give him a pardon. By the way, that was not in the speeches you probably D'ailleurs, ce n'était pas dans le discours, comme vous le savez probablement. Mais j'aime bien ce monsieur juste ici, et cela me semble tout à fait logique. Vous savez, qu'on le veuille ou non, il a été l'un des plus grands présidents en temps de guerre.
Et les cigares et le champagne. Qui s'en soucie, franchement? Cigars and champagne, who the hell cares about? What has he Qu'a-t-il accompli en tant que président israélien en temps de guerre qu'il admire autant? that he admires a lot? Nima, I have to make this remark. I have to think about Nima, je dois faire cette remarque. Je dois y réfléchir. Je dois la formuler correctement, mais je dois la faire. C'était à peu près l'équivalent de ce que ferait le juge Jackson, qui, en gros, a dirigé les procès de Nuremberg, mettant les nazis devant la justice, pour ainsi dire, se levant derrière son banc, regardant l'Assemblée et disant « Hitler était l'un des plus grands dirigeants de tous les temps. Et nous ne devrions même pas tenir ces procès. Par conséquent, coup de marteau, je les déclare clos ici même. Aucun nazi ne sera jugé ici. Aucun. Parce que ce dirigeant, Adolf Hitler, que Dieu repose son âme dans ce bunker avec, vous savez, Eva Braun, que Dieu repose son âme. Cet homme était un homme fabuleux. C'est l'équivalent. a fabulous man. That's the equivalent. And you know the fact that we can't Et vous savez, le fait que nous ne puissions pas comprendre cela dans les médias occidentaux, sous quelque forme que ce soit, mais que cela commence à être compris pour diverses raisons, dont beaucoup que Charlie Kirk avait commencé à aborder juste avant son assassinat, le fait que cela se produise est positif. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques d'hier, mais cela augmente d'1 ou 2 points de pourcentage presque chaque jour en ce qui concerne les Américains et leur aversion pour Israël. Je ne pensais pas voir cela avant des années, peut-être jamais avant la destruction de l'Empire. Mais cela arrive. Cela arrive qu'Israël et Netanyahou, ainsi que les personnes que vous venez de voir sur cette photo et d'autres autour d'eux à la Knesset, ils sont morts d'inquiétude à ce sujet. Et regardez ce qu'ils vont essayer de faire au cours des 6 prochains mois environ, en termes de milliards de dollars des contribuables américains revenant vers nous, afin d'essayer d'influencer cela pour que les choses ne se passent pas ainsi. and influence this so it doesn't happen that way. This is the conundrum that confronts me every C'est le time. dilemme qui me confronte chaque fois que j'y pense. Nous donnons des milliards de dollars à Israël. Ils utilisent ces milliards pour acheter nos politiciens. Ils utilisent ces milliards pour provoquer des guerres qui rendent les entrepreneurs de la défense encore plus riches. Argent qu'ils utilisent ensuite pour soudoyer nos politiciens. C'est la relation d'État à État la plus incestueuse qui ait jamais existé sur la face de la Terre. Et certainement la plus incestueuse qui ait jamais existé entre un géant impérial et un petit État insignifiant comme Israël. Ce sera notre perte si nous ne corrigeons pas cela. Et donc je suis très très heureux de voir qu'apparemment nous commençons à y remédier. That we apparently are beginning to correct it. Now they'll fight to the tooth. They'll fight. Maintenant, ils vont se battre bec et ongle. Ils vont se battre durement. Ils vont y mettre toute leur énergie. Il n'y aura pas seulement 250 législateurs d'État qui iront visiter Israël. Il y en aura des milliers. Des groupes entiers d'Israéliens vont se ruer sur notre système éducatif, essayant de le modifier, de le transformer, de freiner l'élan. Cela se produira même sur les campus universitaires, comme auparavant. Mais je pense que les jeunes de ce pays, en particulier, en ont assez. Et je pense que cela sera rejeté l'année prochaine. Et Trump pourrait être destitué avec succès. Et par là, je veux dire non seulement une procédure de destitution, mais un verdict de culpabilité et une révocation de ses fonctions. Alors, il faut qu'on s'occupe de J.D. Vance. Regarde ce qui va se passer avec les élections de mi-mandat qui approchent, Nima. Si le Parti républicain pense que ces élections vont se retourner contre lui, soit avec une majorité claire de l'autre côté, soit avec une minorité si importante que les républicains commencent à quitter le parti, comme Tom Massey, Marjorie Taylor Greene et d'autres sur ces questions clés, ils deviendront décisifs. Nous aurons la loi sur l'insurrection, des troupes partout en Amérique, et la loi martiale, et les républicains essaieront d'empêcher cela. Souviens-toi de ce que je te dis. Et cette question d'Israël fera partie de tout ça. Et devine qui aidera Trump à le faire. Devine qui lui donnera toute l'aide dont il a besoin pour y parvenir.
tout comme il l'aide en ce moment à renverser Maduro au Venezuela. Israël. In Venezuela. Israel. Here is Voici les sondages qui ont été rapportés sur le cas d'Israël sur CNN, Derek. case of Israel on CNN. Derek. Cette guerre a provoqué un changement historique dans l'opinion publique sur la manière dont les Américains perçoivent le conflit au Moyen-Orient. De quoi parle-t-on ici? De savoir avec qui les électeurs sympathisent le plus, les Israéliens ou les Palestiniens. En octobre 2023, c'était les Israéliens, avec un écart de 48 points. Regardez ce changement. Maintenant, ce sont les Palestiniens qui mènent d'1 point. J'ai examiné tous les sondages possibles depuis que cette question a été posée pour la première fois dans les années 1980. C'est la première fois que les Palestiniens prennent l'avantage sur cette question particulière. Il est très clair que cette guerre a provoqué un changement historique, éloignant la position israélienne dans le conflit du Moyen-Orient et rapprochant celle des Palestiniens en ce qui concerne la sympathie des Américains et des électeurs. Cela a bien sûr été mené par les démocrates, car de quoi parlons-nous? Nous sommes passés d'un avantage de 26 points en faveur des Israéliens à un avantage de 46 points en faveur des Palestiniens. C'est un changement, John, calcul rapide dans ma tête, de plus de 70 points de pourcentage. Mais dans l'ensemble, c'est la première fois que davantage d'Américains sympathisent avec les Palestiniens plutôt qu'avec les Israéliens. Un véritable tournant historique. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Déployer des milliards de nos dollars pour combattre Israël, je veux dire. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Tout comme l'assassinat de Charlie Kirk n'a pas fonctionné. Charlie Kirk didn't work. Larry, comment le plan de paix va-t-il modifier la position d'Israël ou celle de Netanyahou dans l'esprit de ceux qui essaient de présenter cela comme une victoire pour Netanyahou et pour Israël au moment où cela s'est produit? Tout cela devient immédiatement caduque lorsque la guerre éclate. On se barricade, on survit à la guerre et on soutient ceux qui essaient de vous aider à y survivre. La guerre a une manière de bouleverser toutes les dynamiques auxquelles on pourrait être confronté, comme le souligne Clausewitz dans son livre Ad Nauseam. C'est ce qui va se passer, et c'est sur cela que Netanyahou compte. C'est sur cela qu'il compte depuis le 7 octobre. Je pense toujours que Bibi a eu quelque chose à voir avec le 7 octobre. Et je sais que Mearsheimer et d'autres ont raison lorsqu'ils disent que les Israéliens ont tué autant de personnes le 7 octobre que le Hamas. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas d'enquête. Ce qui est une autre raison pour lui de s'enfoncer davantage, plus largement, dans la guerre. Il ne veut pas d'enquête parce qu'elle révélerait au minimum sa négligence et au maximum sa connivence dans le fait d'avoir permis que le 7 octobre se produise. De plus, la situation tactique apparaîtra terriblement défavorable pour les FDI, car elles ont probablement tué environ la moitié des personnes mortes le 7 octobre. Ce n'est de toute façon pas bon pour Bibi. La seule issue pour lui n'est pas ce cessez-le-feu, car s'il devait durer dans le temps et être relativement efficace, cela donnerait aux gens le temps de commencer à réfléchir à ce qui s'est passé et à qui en est responsable. Et ces enquêtes auraient lieu. Il n'y a donc aucun moyen que cet homme astucieux et malveillant permette qu'un tel interrègne se produise. Il va intensifier la guerre. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de repartir en guerre contre l'Iran. Et Trump est totalement complice, tout comme il l'était déjà auparavant. Des gens viennent me voir et me disent « Eh bien, Trump s'est vraiment mis en colère contre lui après qu'il a attaqué le Qatar. Vraiment terriblement en colère. C'est ce qui a forcé Trump à faire cela. »
C'est des balivernes. Trump savait qu'il allait attaquer le Qatar et il a suivi le mouvement. Cet homme est aussi fourbe que Bibi. Il est simplement beaucoup moins intelligent. Oui, il l'a poussé à attaquer l'Iran, à assassiner, à renverser, à provoquer un changement de régime en Iran. Il les a conduits à attaquer. Vous savez, il a tout fait. Il a tout fait pour Netanyahou. Il lui a permis d'attaquer Doha. Oui, et revenons à l'exploit de Trump lors de sa première administration. Il était perfide lui aussi. C'était diabolique, tuer Soleimani. Je veux dire, c'était, vous savez, je n'ai commencé aucune guerre, mais j'ai tué ce type, vous voyez? Eh bien, je suis désolé, mais c'était un élément de la guerre à venir. Harry, ce qu'il a dit à propos d'Adelson dans son discours à la Knesset en Israël, l'idée du plateau du Golan venait de la même famille, la famille Adelson. Tu sais, le transfert de l'ambassade à Jérusalem, c'était la même chose. Qui sont ces gens? Et il se vantait de l'attitude de Myriam Adelson, disant que lorsqu'on lui posait sans cesse la question, il semble qu'il lui ait demandé « Qui passe en premier, Israël ou les États-Unis ?» et que Myriam ait simplement hésité à répondre. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'est pas aussi intelligente que son mari. Son mari aurait répondu tout de suite « Bien sûr, mon pays », parce qu'il savait que la vraie réponse était Israël. Mais il ne faut pas le dire d'une manière qui soit diffusée à la télévision. Elle a dû réfléchir. Tu sais, ces gens-là sont vraiment, vraiment méprisables dans toutes les acceptions de ce mot. De Kushner à Trump, en passant par les Adelson, ils sont tout simplement méprisables. Et tant que j'y suis, Nima, tu en as un méprisable dans ton quartier, Machado, qui dit que l'un de ses premiers actes, si elle était au pouvoir, serait de déplacer l'ambassade du Venezuela à Jérusalem. De quelle autre preuve avons-nous besoin pour savoir qu'Israël a profondément la main mise sur l'éviction de Maduro? Je ne comprends pas comment quelqu'un peut imaginer que Donald Trump ferait quoi que ce soit de différent de ce que Netanyahou demande. Après tout, parce qu'il l'a dit. Il l'a dit. Toutes les politiques viennent de ces gens, de ces donateurs qui contrôlent son administration. Marco Rubio. Marco Rubio. Regarde le calcul que Trump doit faire, lui aussi. D'un côté, d'innombrables fortunes affluent vers ma famille, et c'est la plus grande règle de Kushner. Et de l'autre, peut-être qu'il me tuera. Parce que Netanyahou n'hésiterait pas. Il n'hésiterait pas à déclencher une tentative du Mossad, et elle réussirait probablement. Je déteste le dire, mais le Mossad et Israël sont les meilleurs assassins du monde. Quel était le terme, assassin? Je crois que c'était un terme arabe qui remonte à la période de la première croisade, si je ne me trompe pas. Il servait à désigner ces gens qui, lorsque les croisés se déplaçaient entre les villes, les attaquaient sur les flancs. C'est ainsi qu'ils ont inventé ce mot, assassin. Je crois que c'est arabe. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui est devenu assassin en anglais. Eh bien, les Israéliens sont les assassins de l'ère moderne. Larry, aujourd'hui j'ai parlé avec Miranda et je lui ai demandé comment l'Iran percevait le message de Netanyahou à son égard. Parce que Netanyahou a dit au président russe qu'il n'allait pas attaquer, qu'il ne prévoyait pas d'attaquer l'Iran. Et le président russe est sorti en déclarant « Netanyahou m'a dit cela lors de notre appel téléphonique ». Le point que Miranda a soulevé m'a paru fascinant. Le fait que le président russe ait rendu public la teneur de cet appel placerait Netanyahou dans une position où, s'il agissait autrement, il trahirait et tromperait non seulement l'Iran, mais aussi le président russe. Larry, comment vois-tu la manière dont la Chine et la Russie perçoivent Israël?
Qu'est-ce qu'Israël représente à leurs yeux? Est-ce que cela leur est indifférent ou se soucient-ils réellement de ce que fait Israël? Doesn't matter for them, or they care about what Israel is doing. You know, when you try to answer that question, Vous savez, quand on essaie de répondre à cette question, il faut l'élargir à l'échelle mondiale. Pourquoi d'autres pays en viennent-ils presque à convoiter, voire à protéger jusqu'au dernier moment, leur relation avec Israël? Israël a utilisé son influence comme il le fait si abondamment aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis. Il l'a utilisé à Ankara, à Moscou, à Delhi, à Pékin. Il l'a utilisé partout dans le monde. Et cette influence a inclus des contrats très lucratifs pour les deux parties, ainsi que des contrats impliquant certains des, je dois l'admettre, esprits les plus talentueux du monde dans l'invention de mécanismes de mort, dans l'invention d'instruments de guerre redoutables. Cela m'effraie vraiment quand je pense à Israël et à l'intelligence artificielle dans la même phrase. Cela me terrifie. Je ne doute pas un instant, Nima, qu'il existe une vaste opération de prélèvement et de trafic d'organes humains à Gaza. Je parierais que si l'on exhumait beaucoup de ces corps, on trouverait notamment chez les jeunes des organes manquants. Voilà l'Israël moderne. Lis le livre de Misha Glenny, Mac Mafia, paru il y a plusieurs années, enfin il y a une vingtaine d'années maintenant. À cette époque, Tel Aviv figurait parmi les principales villes du monde en matière de criminalité mondiale, à la tête d'un réseau criminel estimé à plus de 5 000 milliards de dollars. Il y a une raison à cela, c'est extrêmement lucratif. Eh bien, il est extrêmement lucratif d'entretenir des relations avec cet État lui-même extrêmement lucratif. Créatif, ingénieux, il faut leur reconnaître. Ils sont meilleurs que nous, c'est certain. Meilleurs pour assassiner des gens. Meilleurs pour recueillir des renseignements. Meilleurs pour tuer. Ils sont meilleurs pour massacrer. Ils sont meilleurs pour faire la guerre, tant qu'ils affrontent des femmes et des enfants innocents, des gens qui n'ont pas grand-chose pour se défendre. Ces pays ont des relations. La Turquie, par exemple, leur vend encore du pétrole. D'autres États aussi, d'autres États qui contribuent à la capacité d'Israël de poursuivre le massacre à Gaza. Pourquoi font-ils cela, vous demandez-vous? Ils disent une chose à l'ONU et en font une autre sous la table, parce que c'est tellement lucratif. Le monde tourne autour de l'argent, et Israël est une source d'argent, ou de la capacité à en rassembler. Et donc il est très difficile de s'en détacher. Ils font cela depuis 1948, très soigneusement ils le font, et il est très difficile de rompre avec cette relation. Et donc en surface, on entend des déclarations fortes à l'ONU et ailleurs. Mais en dessous, ils continuent de soutenir la machine de guerre israélienne parce qu'ils veulent maintenir ces contacts. C'est très astucieux. Nous avons fait le même genre de choses. Nous les appelions des toiles d'araignée à propos de Saddam Hussein. Et ils n'étaient même pas proches du niveau des Israéliens. Mais ces toiles d'araignée nous montraient combien des quelques 188 pays dans le monde, là où nous avions des ambassades, des consulats ou des États reconnus par l'ONU, si l'on veut, faisaient partie du réseau de distribution et d'achat de Saddam. Vous seriez stupéfait par certains des pays qui vendaient à Hussein. Nous n'en parlions pas dans les présentations à l'ONU pour des raisons évidentes, mais vous seriez stupéfait par certains des pays qui lui vendaient du matériel interdit. L'argent, toujours l'argent. Et tu serais stupéfait par certains des pays que nous avons découverts dans le réseau d'Aku Khan, le père de la bombe atomique islamique, l'homme qui voulait répandre la bombe atomique à terme dans tous les pays islamiques avec lesquels lui et le Pakistan étaient en accord, ce qui en faisait un bon nombre. Combien de pays traitaient avec lui, lui vendant des aimants de Maraging, des centrifugeuses, tout ce qui était nécessaire dans tel ou tel pays, comme la Corée du Nord pour construire une arme nucléaire. Certains de ces pays étaient membres de l'OTAN,
vendant à la Corée du Nord parce que c'était rentable de le faire. Or, leur gouvernement, lorsqu'ils étaient confrontés à nous, quand nous avions le courage de les affronter, disait « Oh, nous ne savons rien de tout cela, nous allons vérifier. » Mais c'est ainsi que le monde fonctionne, Nima. Et Israël sait comment huiler ce monde mieux qu'aucun autre État sur Terre. Oui, il y a un article, Larry, dans le Financial Times. Il dit que l'administration Trump a décidé de fournir aux Ukrainiens des renseignements, des cibles, pour les aider à frapper des raffineries et des oléoducs en plein territoire russe. La principale raison est de réduire la capacité de la Russie à exporter du pétrole et du gaz. Cela influencerait le champ de bataille en Ukraine et pourrait éventuellement modifier la position russe dans les négociations avec l'Occident. En même temps, ils essayent aussi d'exercer beaucoup de pression sur la Chine et l'Inde. Que se passe-t-il dans l'esprit de l'administration Trump? Donald Trump lui-même, hier ou avant-hier, on a appris qu'il a déclaré vouloir faire pression sur la Russie. Si la Russie n'accepte pas des conditions qui satisfont Trump, il enverra des missiles Tomahawk en Ukraine. Où allons-nous en Ukraine? Where are we heading in Ukraine? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, les Tomahawks, à moins qu'ils ne soient dotés d'ogives nucléaires, n'apportent pas vraiment une amélioration significative aux capacités de combat de l'Ukraine. Cela dit, je pense que nous sommes face à une situation que je résumerai par une remarque qui pourrait sembler purement tactique, voire un peu désinvolte. Où vont-ils trouver l'énergie nécessaire pour faire tout cela? Il faut de l'énergie pour le faire, de l'électricité, de l'énergie. La Russie est en train de détruire complètement le système énergétique de l'Ukraine. Je dirais que si cela continue au rythme observé ces dernières semaines, souvenez-vous, le terrain devient inhospitalier pour la guerre mécanisée, ou du moins les déplacements sont très lents, car il devient vraiment boueux. Ils ont un terme pour ça, je ne m'en souviens plus maintenant, mais c'est vraiment mauvais pour la guerre mécanisée. Ils ont donc dû ralentir et avancer péniblement, mais ils le font d'une manière très experte et réfléchie. Et personne ne connaît probablement cela aussi bien que les Russes, d'après l'histoire. Leur histoire récente leur a appris beaucoup d'adaptations modernes. Ce qu'ils font maintenant, en plus de continuer à détruire les forces ukrainiennes, c'est détruire leur infrastructure, surtout leur infrastructure énergétique. Ma question devient donc très tactique. D'où viendrez-vous tirer l'énergie nécessaire pour faire fonctionner tout cet équipement que vous envoyez là-bas, Donald? Parce qu'il n'y aura plus d'électricité. Vous allez utiliser des batteries? Ah bon, comment utilise-t-on des batteries pour des Tomahawks? D'accord, comment utilise-t-on, vous savez, des batteries pour beaucoup de ces choses? Peut-être qu'ils ont inventé des batteries vraiment performantes ces dernières années et que je ne suis pas au courant, mais je pense qu'ils vont avoir des problèmes parce qu'il n'y aura pas d'électricité. Les lumières s'éteignent en Ukraine, Général Kellogg, et elles sont éteintes par ce tigre de papier dont vous avez parlé à Trump, tous autant qu'ils sont. Et les lumières vont se rallumer à Odessa quand la Russie prendra le dernier port restant sur la rive nord de la mer Noire. Espèce d'idiot général. Je suis désolé. Il n'est tout simplement pas question que nous renversions la situation en Ukraine, peut-être avec une arme nucléaire. Et là, nous serions vraiment partis pour de bon, n'est-ce pas? Nous avons donc ce potentiel aux deux extrémités du spectre. Je n'ai même pas parlé de la disposition de Bibi à utiliser une arme nucléaire contre l'Iran, ni de l'approbation de Trump à ce sujet, parce qu'il n'y a aucun doute dans mon esprit. Si Bibi se retrouve dans une situation existentielle, et que Trump hésite quelque peu à engager pleinement les États-Unis, comme il le devrait, par excellence, dans cette guerre, et que Bibi dit « Eh bien, je vais te sauver la mise, j'utiliserai une arme nucléaire », Trump y consentirait. Et ensuite, bien sûr, il le nierait complètement.
Voilà à quoi nous avons affaire, Nima. Nous n'avons pas affaire à des gens nécessairement sains d'esprit. Nous avons affaire à des crétins avides d'argent. Et c'est ce que l'Empire a aujourd'hui. C'est ce qui nous dirige. Pensez à l'Empire romain d'Occident. Pensez à Caligula. Pensez à Néron. Ils étaient de meilleurs dirigeants que ceux que nous avons dans l'Empire américain actuel. Je ne saurais trop insister là-dessus. Voici un homme qui envisage d'utiliser l'armée des États-Unis, dans ses composantes de réserve et actives, pour attaquer ses ennemis politiques dans leurs bastions urbains à travers le pays, provoquant ainsi une insurrection dans ces villes. Et il en aura une dans le South Side de Chicago s'il n'y prend pas garde. Il y a là-bas plus d'armes que dans un arsenal militaire. Ainsi, il pourra invoquer la loi sur l'insurrection et prendre des mesures concrètes pour s'assurer que les élections de mi-mandat tournent à l'avantage des républicains et confirmer son commentaire précédent. Souvenez-vous, vous n'aurez plus besoin de voter après cette fois. Nous serons là et Donald nous a conduits. Avec l'aide de Avec l'aide de Bibi. Toujours avec l'aide de Bibi. Vous avez besoin de faire assassiner quelqu'un, Monsieur le Président. On s'en occupe pour vous. Larry, quelque chose de très étrange, ou peut-être pas si étrange quand on y réfléchit, est en train de se produire aux États-Unis, en Israël et en Europe. La Chine passe de l'arrière-plan au premier plan, comme l'une de leurs cibles. Que s'est-il passé? Bibi est sorti en déclarant que ce que fait l'Iran est dû à la Chine, que la Chine est derrière toutes les attaques et la stratégie, que les politiques de l'Iran dans la région sont soutenues par la Chine. Ainsi, la cible serait la Chine, le principal ennemi serait la Chine. Si l'on veut aller plus loin, on voit le cas de Charlie Kirk et Laura Loomer, l'une des défenseurs d'Israël, une influenceuse pro-israélienne sur X, qui relie l'affaire Charlie Kirk à la Chine. C'est presque incroyable quand on y pense, comment Charlie Kirk pourrait être lié à la Chine, à l'assassinat de Charlie Kirk. Et puis on voit le secrétaire général de l'OTAN déclarer que la Chine peut forcer, ou forcera, la Russie à attaquer l'OTAN. Voici ce qu'a dit le secrétaire général de l'OTAN. Que la Chine forcera le partenaire junior dans cette relation, la Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, à agir contre l'OTAN ici afin de nous occuper. Pour toutes ces raisons, nous devons nous assurer de travailler aussi étroitement que possible. Et puis, concernant les menaces hybrides, c'est bien sûr une grande source d'inquiétude et nous y travaillons. Nima, cela coïncide avec quelque chose que je lisais à 3 heures du matin aujourd'hui. J'ai été un peu stupéfait par ce que j'ai lu. C'était un article très bien rédigé. Ensuite, j'en ai vu une partie en vidéo sur YouTube. Nous affirmons en ce moment, et ce monsieur aussi, j'ai oublié qui il était ou de quelle agence il venait, peut-être le FBI, qu'il s'exprimait très clairement. Il se trouvait dans une ville de la Nouvelle-Angleterre, si je me souviens bien, une ville de taille moyenne, pas très grande. Il faisait un rapport sur la manière dont la Chine avait infiltré chaque aspect de leur réseau électrique. La Chine pourrait, à tout moment, prendre le contrôle total du système de distribution d'électricité de ce complexe, insinuant, bien sûr, qu'elle faisait la même chose dans tout le pays, et qu'à tout moment, si elle le souhaitait, c'est-à-dire simplement en utilisant l'intelligence artificielle et des mécanismes d'attaque d'infrastructures assistés par IA. Et croyez-moi, j'y ai été. Après le 11 septembre, nous avons fait une analyse pour savoir à quel point nous étions vulnérables à ce genre de choses. L'alimentation, la finance, l'électricité, toutes ces infrastructures sont très vulnérables. Et l'insinuation était que cela se produisait partout dans le pays. La première pensée que j'ai eue a été « Qui fait cela? Est-ce vraiment la Chine?
Ou bien les États-Unis essaient-ils de faire croire que c'est la Chine? C'était ma première indication avec Bruta aussi. Ils jouent avec un feu extrêmement dangereux et ils le font pour des motifs inavoués que toi et moi pourrions identifier en un instant. Which you and I both could identify in a moment. And what they're in effect doing is Et ce qu'ils font en réalité, c'est d'amener la première économie mondiale, la première base industrielle de défense en devenir, et la première marine du monde, à n'en pas douter, même s'ils n'aiment pas s'en vanter, dans un conflit majeur avec l'Empire. C'est ce qu'ils font, alors qu'ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Ils y sont extrêmement réticents, simplement parce que leur direction estime qu'ils sont en train de gagner. Ils gagnent pacifiquement, et une guerre viendrait troubler cette victoire, voire y mettre fin. Parce qu'ils savent très bien que nous utiliserons des armes nucléaires lorsqu'ils nous vaincront par des moyens conventionnels lors des premières phases de cette guerre. Ils le savent. Ils ne sont pas stupides. En fait, ils sont tellement plus intelligents que nous que c'en est pitoyable. Et je dirais la même chose de Poutine. Je me fiche de la façon dont ils dirigent leur peuple. Je m'en moque complètement. Ce qui m'inquiète, c'est mon peuple, mon pays. Et la direction que nous avons en ce moment nous conduit droit vers une confrontation avec la première économie du monde, alliée à la Russie, potentiellement alliée à l'Inde et à la plupart du reste du monde qui commence à nous détester pour ce que nous y faisons. Une recette pour notre propre destruction? Absolument. Absolument. Et je pense qu'une grande partie de tout cela est alimentée par les généraux Kellogg, les illuminés comme Laura Loomer, les David Petraeus, les gens de la communauté du renseignement qui sont du côté de Trump, si l'on peut dire. Cela vient de personnes comme Mark Rutte. Je ne sais pas si cet homme est vraiment aussi stupide, il est tellement stupide, ou s'il est complice, ou simplement en train de lire son texte. Mais c'est ce que nous faisons. Et laissez-moi simplement ajouter une chose. Si la Chine faisait ce que nous insinuons qu'elle fait, ne serait-ce qu'à 50%, pourquoi cela représenterait-il une telle menace si nous avons réellement fait ce que nous disons avoir fait et dépensé des centaines, pas des dizaines, des centaines de milliards de dollars depuis l'après 11 septembre pour protéger notre infrastructure? Pourquoi serions-nous donc aussi diablement préoccupés par cette petite affaire qui se passe là-haut en Nouvelle-Angleterre? Même s'il est vrai que la Chine en est responsable, si nous avons fait preuve de la diligence nécessaire. Nous sommes coupables dans les deux cas, que nous inventions tout cela pour nous créer des ennemis dont nous n'avons pas besoin, ou qu'ils fassent réellement certaines de ces choses, et que nous soyons vulnérables. Nous sommes coupables dans les deux cas. Alors tout ce que je peux faire, c'est hausser les épaules et dire où était la direction de l'Empire ces 30 dernières années, sinon parti déjeuner, à se remplir les poches pour son 0,01%, y compris les entrepreneurs de la défense, sans rien faire d'autre pour le peuple américain. Point final. En d'autres termes, nous avons été abandonnés par nos dirigeants. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Sacré spectacle aujourd'hui, Nima. Tout cela devient, tu sais, comme je l'ai déjà dit, je déteste que cela se produise à la fin de ma vie. Voir mon pays se détériorer, s'effondrer, devenir un état criminel juste sous mes yeux n'est pas une période heureuse. Au fait, c'est un grand plaisir de parler avec vous. Revenons à nos chemises Aloha. Tu sais, il n'y a pas tant de sujets que ça, mais c'est agréable de te parler. Quelqu'un d'Oahu, l'une des rares véritables hawaïennes autochtones non aolais, était une chère amie de ma femme. Elle m'a appelé l'autre jour.
Son mari venait de décéder et elle me présentait ses condoléances tardives pour la mort de ma femme. Elle a dit « Je suis vraiment désolé que nous soyons jamais devenus un État. » Je lui ai demandé « Est-ce que c'est votre point de vue en tant que native ?» Elle a répondu « Bien sûr, mais c'est aussi mon point de vue personnel. Je suis triste d'être citoyenne. » J'ai dit « Je comprends votre point de vue. Je comprends votre message. » I take your point. I take your message. Yeah. Ouais, à bientôt, Larry. Larry. Prends soin de toi. Bye bye. See you. Bye-bye. Au revoir.